Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle du Brexit. Vous le savez sans doute, le Brexit, c'est le divorce entre le Royaume-Uni d'un côté et l'Union Européenne de l'autre. Un divorce qui dure depuis 2016. Alors, je vous propose de revenir sur les dates importantes de ce Brexit et de surtout comprendre l'accord de libre-échange qui a été signé le 24 décembre 2020 et qui organise la nouvelle vie de ce couple maintenant séparé. Mais avant tout, une recommandation sur cette chaîne. J'avais déjà fait en mai 2019 une vidéo sur le Brexit. Je vous mets le lien dans la description et si la qualité de l'image est un petit peu moins bonne qu'aujourd'hui, vous découvrirez une brève histoire du Royaume-Uni dans la CEE puis dans l'Union Européenne, l'UE, et comment on en est arrivé au Brexit. Mais on va commencer par le plus simple, une chronologie. 23 juin 2016, les Britanniques disent oui au Brexit avec 51,9% et 72% de participation. Dès le lendemain, le Premier ministre David Cameron, qui pourtant avait convoqué le référendum, démissionne. Il sera remplacé en juillet par Theresa May, ancienne ministre de l'Intérieur. Plutôt eurosceptique, elle va nommer Boris Johnson, figure médiatique ouvertement anti-européenne, ministre des Affaires étrangères. Theresa May entend mener un Brexit dur. 1er octobre 2016, Michel Barnier devient le négociateur en chef du côté européen. Figure de la droite française, il avait été par le passé ministre et commissaire européen. Et pour faire un petit saut dans le futur, lui et son équipe n'auront le droit de mener les négociations qu'à partir de mai 2017. Du côté britannique, c'est David Davis qui est en charge de mener les négociations avant d'être remplacé par Dominic Raab, puis Stephen Barclay. Ce n'est que le 29 mars 2017, c'est-à-dire 9 mois après le référendum, que l'article 50 du traité sur l'Union européenne, que vous connaissez sans doute comme le traité de Maastricht de 1992, est invoqué. Cet article 50 offre la possibilité à un État membre de se retirer de l'UE. C'est ainsi que le retrait démarre officiellement. Les négociations peuvent commencer un mois après. Le 29 avril, le Conseil européen décide que le retrait se fera en 2 étapes. D'abord un retrait de l'UE, puis un accord régissant les nouvelles relations. 19 juin, 11h, les négociations débutent officiellement. Elles vont se poursuivre pendant l'été. Entre-temps, Theresa May a perdu sa majorité absolue après des élections législatives anticipées qu'elle avait elle-même convoquées dans l'espoir de se légitimer. Le 8 décembre 2017, un accord sur les grands principes du Brexit est trouvé entre le Royaume-Uni et la Commission européenne. Et ces grands principes, c'est que le Royaume-Uni paiera partout où il s'était engagé à payer au niveau européen. Les droits des citoyens européens au Royaume-Uni et inversement seront protégés et il n'y aura pas de retour de frontières entre les deux Irlandes. Je vous mets d'ailleurs dans la description ma vidéo sur le conflit nord-irlandais qui a toute son importance dans ce dossier. Le 29 janvier 2018, l'UE fixe une période de transition de 21 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2020. Il faudra alors que tout soit réglé, d'où les peurs du no deal, c'est-à-dire pas d'accord sur l'année 2020. On en a beaucoup entendu parler, souvenez-vous. Le 19 mars, un premier projet de l'accord est publié. En juin, le texte commence à être étudié par les parlementaires britanniques. En juillet, 2 partisans d'un Brexit dur, David Davis et Boris Johnson, souvenez-vous, démissionnent pour cause de divergences avec la première ministre. Pendant l'été, Theresa May fait de nombreux compromis avec son gouvernement, sauf que en septembre, ce plan présenté par Theresa May est refusé par les Européens. Le 13 novembre 2018, on annonce qu'un accord de sortie a été trouvé validé par le cabinet de Theresa May. C'est alors que 4 membres de son gouvernement démissionnent, dont le négociateur Dominic Raab. 2 semaines plus tard, le 25 novembre, l'accord de 585 pages est entériné. Cet accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévoit, entre autres, des mécanismes de sécurité pour la frontière en Irlande, un statu quo sur les droits des résidents, le paiement de la facture européenne par Londres, la période de transition pour fin 2020, voire 2022 si nécessaire. Sauf que, rebondissement, le 15 janvier 2019, le Parlement britannique rejette l'accord de retrait. Il le fera encore
le 12 mars et encore le 29 mars. Ce qui bloque, c'est le backstop, comprendre le filet de sécurité imaginé pour éviter le retour d'une frontière en Irlande. Les Britanniques n'en veulent pas et c'est une condition pour les Européens. Theresa May demande alors un report du Brexit qui finalement est repoussé au 31 octobre 2019. Elle démissionne le 7 juin, peu après les élections européennes auxquelles ont participé les Britanniques puisqu'ils étaient alors encore membres de l'UE. Là aussi je vous mets le lien de la vidéo sur le sujet dans la description. Le 23 juillet, l'ancien maire de Londres et ancien ministre des Affaires étrangères, on en a parlé, Boris Johnson devient le nouveau Premier ministre. Le 17 octobre, un nouvel accord de sortie est trouvé. Les députés britanniques prennent le temps pour discuter le texte et un report au 31 janvier 2020 est acté. Après des élections anticipées remportées par les conservateurs de Johnson, le projet de loi est définitivement adopté par les parlementaires le 9 janvier 2020 et il obtient le consentement royal le 23 janvier. C'est ainsi que le 31 janvier à minuit, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, soit 3 ans et 7 mois après le référendum. Sur l'année 2020, les négociations quant au futur accord ont lieu avec de fortes divergences, vous le savez. Pour l'Europe, elles sont toujours menées par Michel Barnier qui travaille désormais avec ou face, à votre choix, David Frost du côté britannique. Malgré la pandémie, les négociations continuent et s'accélèrent puisque la période de transition prend fin au 31 décembre 2020. Si le 7 décembre, on apprend que les conditions ne sont toujours pas réunies pour finaliser un accord, je cite, le 24 décembre est annoncé cet accord tant attendu, le no deal a été évité. Au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a donc enterré cette histoire commune avec le continent, une histoire qui durait depuis 1973. L'accord annoncé le 24 décembre 2020 encadre les relations futures entre les deux entités. Cet accord, d'ailleurs, c'est l'accord de commerce et de coopération. Il encadre la coopération policière et judiciaire et les échanges et la circulation des biens et des services. Quelques exemples: marchandises, investissements, fiscalité, environnement, gouvernance, pêche, et cela des deux côtés de la Manche et de la mer du Nord. Ainsi, il complète l'accord de retrait signé en 2019 qui encadrait, lui, les droits des citoyens européens et britanniques, les engagements financiers des deux parties et la stabilité en Irlande. L'accord de commerce et de coopération s'appuie sur le principe du libre-échange des biens et des services. Il y a un espace sans droit de douane ni quota dans les échanges et c'est important puisqu'il y a 700 milliards d'euros par an d'échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE pour un marché de 510 millions de consommateurs au total des deux entités. En revanche, s'il n'y a ni droit de douane ni quota, un contrôle aux frontières et des déclarations d'importation et d'exportation sont instaurés entre les deux entités. Depuis le 1er janvier 2021, la City ne peut plus vendre ses produits financiers au sein de l'UE, mais de nombreuses dérogations ont été établies pour que des banques et des fonds d'investissement notamment s'installent dans des pays de l'Union européenne. L'accord permet à l'UE de ne pas voir un nouveau Singapour, entre guillemets, s'installer à ses frontières. En clair, éviter le dumping social et fiscal. Le Royaume-Uni doit ainsi respecter les normes et règles de concurrence loyale en matière d'environnement, de droits sociaux, de fiscalité ou encore d'aide d'État, même si un décalage subsiste entre les normes britanniques et européennes, les premières ayant des standards plus élevés. Un des principaux points de désaccord portait sur la gouvernance et l'institution qui réglerait les éventuels différends entre les deux parties. La Cour de justice de l'UE aurait dû être l'institution de référence si le Royaume-Uni n'y avait pas vu un potentiel désavantage. Donc, un conseil de partenariat composé de représentants de l'UE et du Royaume-Uni réglera les litiges entre les deux parties. Il couvrira la plupart des domaines de l'accord et plus particulièrement celui de la pêche. Chacune des parties pourra demander à renégocier une partie de l'accord en passant par cette institution. La pêche, d'ailleurs, avant le Brexit, les eaux territoriales britanniques étaient accessibles à tous les membres de l'Union européenne selon la politique commune de la pêche. Désormais,
le Royaume-Uni reprend entièrement possession de ces eaux, les pays européens devront renoncer à 25% de leur prise dans ces eaux au terme d'une période de transition courant jusqu'en 2026, à la suite de laquelle le partage des eaux sera renégocié annuellement. Ces conditions, chères à Boris Johnson qui avait fait de la pêche l'étendard de la souveraineté retrouvée, ont une valeur plus symbolique qu'économique puisque la pêche et les ventes associées ne représentent que 0,1% du PIB britannique et 650 millions d'euros pour l'UE sur les 700 milliards que rapportent les échanges commerciaux entre les deux parties. Un des points les plus sensibles de la sortie du Royaume-Uni de l'UE concernait celui de la coopération entre les deux parties en matière de renseignement et de collaboration policière et judiciaire pour la lutte contre la criminalité et le terrorisme qui minent l'Europe sans épargner les Britanniques. Le Royaume-Uni conserve sa place au sein des programmes Europol et Eurojust. Les deux parties continueront d'échanger des informations relatives par exemple à l'ADN, l'immatriculation des véhicules, les empreintes digitales ou les casiers judiciaires des personnes recherchées pour un crime ou un délit. Cette partie de l'accord ne comprend cependant pas une politique de défense et de sécurité extérieure commune et donc pas d'engagement obligatoire du Royaume-Uni auprès de l'UE lors d'un quelconque conflit. Autre mesure phare, celle de la suppression de la libre circulation des personnes européennes au Royaume-Uni. Les étrangers européens devront se munir d'un passeport à partir du 1er octobre 2021 en remplacement de la carte d'identité habituellement d'usage. Pour des séjours de plus de 6 mois, ils devront se munir d'un visa et aussi les ressortissants européens et britanniques gardent leur droit de travail et de résidence dans leur pays d'accueil. Le Royaume-Uni sort du programme d'échange d'étudiants Erasmus et, à la demande du Premier ministre Boris Johnson, un nouveau programme sera créé pour les étudiants britanniques souhaitant étudier à l'étranger. Cette mesure a été prise pour des raisons d'économie pour le Royaume-Uni. De l'autre côté de la balance, les étudiants européens devront dorénavant payer les frais d'inscription dans les universités britanniques comme tout autre étranger. En bref, le Brexit est voté par les Britanniques en 2016. Après 3 reports successifs, le Royaume-Uni a quitté l'UE au 31 janvier 2020 et complètement au 1er janvier 2021 après l'annonce d'un accord de près de 1300 pages. Désormais, cet accord régit les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, notamment en termes de pêche, de commerce, de finances, de concurrence, de gouvernance, de sécurité ou de circulation. Et c'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci d'avoir été au rendez-vous. Un grand merci aussi à Emmanuel Noël, futur brillante journaliste qui a écrit la moitié de cette vidéo. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, l'actu, c'est tous les jours sur Instagram, le fil info. Soyez heureux, restez curieux.